Heu, je suis Céline Bello, directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal et chercheure principale sur cette recherche, en compagnie de nombreux autres collègues que je vais vous présenter. Donc Philippe Benoît Côté de l'UQAM, Elisabeth Gressler de l'UDM, Marie-Ève Goyer de l'UDM, Swan McDonald de l'UDM, Annie Fontaine de Laval et Caroline Grimard de l'UDM et tout un nombre de personnels de recherche tout aussi important, Stéphanie Houd, la coordonnatrice, Guylaine Racine, professionnelle de recherche, Isabelle Raffestin, professionnelle de recherche, et de nombreuses autres étudiantes, Vanessa Bergeron, Marie-Lou Landry, Stéphanie Arsenault, Josiane Cosel et Karine Robertson. Et finalement, pardon, Joanne Thompson-Sweeney. Donc, désolée pour, la répétition pour les collègues qui m'ont déjà entendu une fois ou 2 fois. J'essaye de varier mon discours, mais c'est pas facile dans la mesure où il suffit d'expliquer quelle est cette recherche-là. Donc, en mai l'année dernière, on a été approchés notamment par, le RAPSIM et le Réseau Solidarité Itinérance du Québec pour réaliser une étude sur, ce qui se faisait en fait dans le contexte de la pandémie en termes de réorganisation des services et de réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance. On a fait une demande aux instituts de recherche en santé du Canada qu'on a obtenu en juin et également et en fait après c'est suivi un financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour approfondir la question régionale notamment et la judiciarisation de la pandémie. Alors, l'idée de cette recherche, c'était donc de voir la réorganisation des services institutionnels et communautaires, d'entendre le point de vue à la fois des acteurs répondant en itinérance dans l'ensemble des régions du Québec, de réaliser un sondage auprès des intervenants et des gestionnaires sur la manière dont ils avaient vécu cette réorganisation, notamment au plan de la protection, des conditions de travail, mais aussi des pratiques cliniques et finalement rencontrer des personnes en situation d'itinérance. Alors cette étude, elle se déroule sur 1 an en 3 phases. La première et là, on va vous donner des résultats préliminaires de la première phase. Donc on va faire encore une deuxième phase pendant l'hiver où on va approfondir en fait des interventions nouvelles et par la suite, à la fin de l'hiver, nous reviendrons avec, toute, une série de recueillettes de données, à la fois sur les acteurs répondant en itinérance, mais aussi, sur les intervenants et les gestionnaires pour voir qu'est-ce qui se sera passé dans l'hiver et enfin sur les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on vous présente des résultats préliminaires. Ce sont des données qui ont été recueillies entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc, soyez indulgents sur ces résultats qui sont véritablement préliminaires dans l'analyse. On ne vous présentera pas, le sondage roule, donc on ne vous présentera pas les données relatives au sondage. Et nous avons réalisé on a obtenu l'autorisation en fait de faire des entrevues avec des personnes en situation d'itinérance à la toute fin du au milieu du mois de novembre. Donc, on a réussi à réaliser 28 entrevues avec les personnes en situation d'itinérance qui sont actuellement en analyse. Ces webinaires, se veulent à la fois une diffusion des résultats préliminaires de ce que nous avons trouvé en vous entendant, en vous écoutant, mais c'est aussi une occasion d'échange entre vous et entre nous. Donc, le webinaire va consister en une présentation d'une vingtaine de minutes des résultats. Puis après, on va vous placer en sous-groupe avec des discussions. On vous dira en fait la question auquel on souhaite que vous répondiez. Et ce qu'on va essayer d'améliorer cette semaine par rapport à l'autre semaine, c'est la retransmission en fait des faits saillants de ce que vous aurez dit dans le chat, puisqu'on reviendra en plénière à la fin du webinaire. On va vous demander votre autonomie dans les groupes pour que quelqu'un prenne en charge la prise de notes et l'autonomie et l'animation un peu de la discussion. On est quelques-unes à pouvoir participer au groupe, mais dépendamment du nombre que vous êtes, on ne peut pas être dans tous les groupes. Donc, on va vous appeler à votre autonomie, vos qualités, expertise en termes d'animation.
Ce que je pourrais aussi, mentionner, c'est que donc cette recherche, s'appuie aussi sur un partenariat avec, le RAIC, le réseau Solidarité Itinérance et le RAPSIM, que l'idée c'est de, travailler à une mobilisation des connaissances, rapide. Donc on fait des webinaires maintenant, on en fera dans l'hiver et au printemps. Mais si vous avez, des choses, que vous souhaitez nous mettre de l'avant, on est tout à fait ouverte, à des projets, des formes d'intervention ou même des situations particulières. N'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse, les documenter. L'idée étant de, documenter le plus possible, cette réorganisation durant la pandémie, en prenant aussi pour assise, en fait, les différentes périodes de la pandémie. Donc la première vague, le confinement, dont on va vous parler aujourd'hui, mais également ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement et dans l'hiver pour arriver à avoir des données sur l'ensemble de l'année. Vous rappelez peut-être aussi qu'on a l'intention de créer une communauté de pratique. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. On va organiser ça, à partir du mois de janvier. L'idée étant d'échanger là d'un point de vue peut-être plus clinique sur, les enjeux que vous vivez, les défis, mais également les difficultés et vos bons coups, dans ce contexte difficile pour tout le monde. Eh ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc on va y aller. Donc bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à ce premier webinaire qui est, comme a dit Céline, en fait vraiment des résultats préliminaires. Donc on veut aussi vous entendre justement la question de fin, c'est qu'est-ce qui manque dans la présentation que je vais vous faire de résultats qui sont vraiment donc très succincts. Donc, premier webinaire qu'on a appelé l'état de choc, déstabilisation et perte de repères. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'état de choc en quelques mots. La perte de repères pour les personnes en situation d'itinérance, et là, on va le regarder sous différents, donc en lien avec sous différents angles, en lien avec leur stratégie de survie, donc l'exacerbation de leurs besoins et des difficultés, puis en lien avec les services, mais également les pertes, enfin les repères qui ont été bousculés pour les organisations. Donc, on a vraiment les deux points de vue. Donc, différentes incertitudes sur le plan de la mission, du rôle et des services des organismes, sur le plan de l'intervention et sur le plan des relations avec les partenaires. Ensuite, je vais faire une petite conclusion. Donc, voilà, juste avant de commencer, même si je vais vous parler des personnes en situation d'itinérance, c'est vraiment le point de vue des acteurs clés, donc des répondants, c'est-à-dire des gestionnaires d'organismes communautaires ou du réseau institutionnel qui nous ont donné ce qu'ils voyaient en fait par rapport aux personnes en situation d'itinérance, puisque comme vous disait Céline, les personnes sont en ce moment sondées, les personnes qui vivent les situations d'itinérance, mais on n'a encore pas les résultats. Donc, l'état de choc, on l'a appelé comme ça parce donc ça correspond vraiment au début de la pandémie, à peu près à la mi-mars jusqu'à la fin mars. Donc, c'est vraiment juste la présentation d'aujourd'hui. Ça se base vraiment principalement sur cette période qui était le début du confinement, en fait, et le début de la pandémie aussi. Donc, état de choc parce que c'était un petit peu, ça tombait sur tout le monde. Mais par contre aussi, il y a plusieurs, en fait, et ça ne vient pas du tout d'un acteur clé, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui ont dit que tous et toutes étaient pris dans la même tempête, mais en fait, des fois aussi, on peut quand même rajouter, mais pas sur le même bateau. Donc, notamment, les personnes en situation d'itinérance l'ont vécu différemment, tout comme aussi des organisations. Donc, alors, si on y va au niveau donc des premières semaines, au niveau des personnes en situation d'itinérance, et là, donc, je vous laisse lire la citation, je ne vais pas revenir là-dessus, mais comme je vous disais, hein, c'est vraiment le point de vue des acteurs clés. Donc, les personnes en situation d'itinérance, elles ont vraiment vu, d'une part, leur stratégie de survie qui était habituelle, grandement ébranlée, puisque est marquée par différentes pertes de repères, en fait, des pertes de repères de différents ordres. Et là, je vais en fait en énumérer plusieurs en les illustrant rapidement. Mais la perte d'accès aux lieux publics, donc ça, en fait, le fait de plus avoir accès aux bibliothèques, aux cafés, aux restaurants, aux commerces, aux lieux, en fait, où les personnes en situation d'itinérance pouvaient être au chaud,
où pouvaient aussi se poser et même socialiser en fait. Donc ça a fait en sorte aussi que le fait qu'elles n'avaient plus accès à certains organismes communautaires, par exemple des centres de jour, mais aussi à ces espaces publics, enfin publics dans le sens donc bibliothèques, etc. Elles étaient d'autant plus visibles dans l'espace public, par contre, dans la rue. Elles ont vécu aussi des pertes de sources de revenus, aussi bien en lien, donc surtout au niveau de les métiers de rue, le ramassage de canettes, la quête, le travail du sexe, etc. Mais aussi en raison du fait qu'à un moment donné, la monnaie, les pièces de monnaie ont réellement arrêté de circuler. Donc, en fait, ça fait qu'elles ne peuvent même plus recevoir de l'argent, puisque les personnes en situation d'itinérance, vous le savez, elles n'ont pas de carte de crédit. Enfin, elles n'acceptent pas les cartes de crédit. La perte de mobilité, donc dans le sens que, et ça a touché beaucoup les organismes, enfin les personnes en situation d'itinérance dans les régions plus éloignées des centres urbains, mais quand même aussi dans les centres urbains, le fait qu'il y ait l'arrêt des transports en commun. Donc des fois, en fait, en plus, quand on était dans les régions en milieu semi-urbain ou n'importe, le fait qu'il y ait les frontières qui soient fermées. Donc ça faisait en sorte que les personnes ne pouvaient plus se déplacer d'une région à une autre, mais aussi, comme je vous disais, en milieu urbain, le fait qu'il n'y ait plus de transport en commun, ça faisait aussi que dans certains quartiers, elles avaient moins de possibilités de mobilité. Les personnes en situation d'itinérance ont aussi perdu des stratégies pour se loger. Certains amis ne les acceptaient plus. Le fait de trouver une chambre, c'était beaucoup plus difficile. De trouver un logement, les propriétaires ne voulaient plus donner accès en fait, aux visites, etc. Il y a eu la perte aussi d'accès à des outils technologiques et de communication, donc plus accès à des téléphones, plus accès à des ordinateurs, etc. Donc, le peu de démarches qui est encore possible à faire, ou même des fois devoir appeler pour une place, etc., c'était plus possible puisqu'elles n'avaient plus accès aux organismes qui pouvaient leur donner accès juste aux outils de communication. Mais au-delà de toutes ces pertes, en fait, c'est surtout la perte de liens sociaux, en fait, qu'on a aussi entendu. Donc, la perte de lieux de socialisation, de sociabilité, et aussi parce qu'en fait, les organismes communautaires, et aussi bien donc à travers les intervenants sociaux, sont aussi le réseau social des personnes en situation d'itinérance. Des fois, c'est les seuls intervenants et c'est les seules personnes qu'elles vont voir. Donc, toute cette perte de lien qui a vraiment été importante pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, tout ça, ça a aussi exacerbé leurs besoins et leurs difficultés par rapport à leurs besoins de base. Comment se nourrir quand la plupart des fois des organismes qui donnaient de la nourriture étaient fermés, où s'abreuver, alors après encore plus en été, mais même sans être dans l'été, donc se loger, se laver, etc. Donc ça a vraiment dégradé de manière importante leurs conditions de vie. Donc, il y a également l'augmentation de la détresse, de l'anxiété, des situations de crise et d'isolement que ces personnes-là ont vécu ou vivent encore. Je parle au passé, mais là, c'est parce que je m'arrête sur la première période. Mais donc, tout ça parce que les lieux et les services étaient fermés. Il y a même un répondant qui nous a dit que c'était un peu une manière d'être doublement isolé. C'était un peu l'isolement des exclus, en fait, de l'exclusion. Il y a eu la modification aussi, en fait, ce que ça a amené, c'est il y a des personnes qui ont modifié leur consommation de drogue, donc aussi bien dans les modes de consommation que dans la quantité et que dans les substances aussi. Donc, parfois, qu'on amené aussi, qu'on conduit à des overdoses. Donc, tout ça, en fait, pourquoi une modification de la consommation? Parce que les frontières étant fermées, etc., il y avait de la difficulté de s'en procurer. Donc, il y avait même une mauvaise qualité, toujours une fois, en raison, par exemple, de la fermeture des frontières. Mais aussi la prestation canadienne d'urgence qui a servi pour certaines à consommer, mais qu'il faut quand même garder en tête que pour les personnes en situation d'itinérance, plusieurs ont utilisé la PCU pour payer une chambre d'hôtel ou pour aussi payer des dettes. Donc, en fait, ça n'a pas été que pour la consommation. Donc, et puis encore une autre difficulté qui est ressortie, que les intervenants ont vu, enfin les gestionnaires ont vu, mais aussi ce qu'on entend un petit peu dans les débuts des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance, c'est qu'elles sont davantage stigmatisées parce qu'elles se rendent compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ce sont elles les vecteurs, en fait les vectrices, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas les personnes qui vont être les vectrices de la maladie. Alors qu'en fait, comme plusieurs disent, ce n'est pas les personnes en situation d'itinérance qui sont les plus touchées et ce n'est pas elles en fait qui sont les porteurs du… Mais elles vivent vraiment beaucoup cette stigmatisation-là. Donc ça a été aussi une exacerbation donc, des enjeux par rapport en lien avec l'accès aux services, donc avec une augmentation
plus difficile d'avoir accès à des douches, à des lavages de vêtements, etc., aux toilettes, donc même à avoir accès à des vêtements propres qu'on pouvait leur donner, etc., mais également à des suivis psychosociaux. Et puis ça, c'est dû en lien, c'est dû vraiment beaucoup au délestage. Alors, par exemple, les suivis psychosociaux dans les organismes du réseau santé services sociaux, le fait que les intervenants soient délestés vers les sites non traditionnels, puis parfois aussi des organismes communautaires qui étaient délestés vers ces sites-là, ça faisait en sorte que les suivis psychosociaux, pour beaucoup, ont été retardés, repoussés, voire annulés. Donc, en fait, il y a eu en fait un petit peu un obstacle par rapport à ces services-là. Le fait aussi que certains organismes en hébergement ou en logement aient dû réduire leur capacité d'hébergement, donc dans les organismes communautaires, le fait qu'il y ait des règles d'admission qui soient nouvelles, ont beaucoup perturbé les personnes en situation d'itinérance, aussi des expulsions, puisqu'il y avait des personnes en situation d'itinérance qui ne voulaient pas respecter ces règles-là parce qu'elles faisaient pour plusieurs pas de sens aussi. Donc, ça fait qu'elles ne les respectaient pas. Il y a une complexification de l'accès aux services en raison des questionnaires de santé, même du confinement obligatoire. Donc, le fait aussi que donc, le fait de savoir que la personne allait être enfermée pendant 15 jours, etc., ça fait aussi en sorte qu'il y en a certaines qui ont décidé même de ne pas y aller, en fait. Et le fait, comme je disais tout à l'heure aussi, pas de téléphone fait en sorte qu'il y a certains services qui ont été moins accessibles. Il y a eu les enjeux liés à la délocalisation pour avoir accès aux services. Donc là, on pense plus en dehors encore des métropoles, mais le fait que déjà, il y ait des manques de ressources, mais quand en plus on coupe des ressources dans certaines régions, il fallait délocaliser les personnes vers des grandes villes, et le fait de les délocaliser créer aussi un sentiment de déracinement, bien entendu, chez les personnes en situation d'itinérance. Puis quand on regarde du point de vue des personnes, là vraiment, il y en a certaines qui ont décidé de ne pas avoir recours aux services parce qu'elles ne voulaient pas se plier aux règles. Elles avaient peur de la contamination, peur d'être contaminées par les autres personnes en situation d'itinérance. On le voit aussi dans les campements en ce moment, c'est un petit peu ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui choisissent de ne pas être dans les refuges pour ça. Et aussi, il y en a qui ont complètement abandonné puisque ça devenait trop complexe d'avoir accès donc aux services. Si je regarde par rapport maintenant au niveau des organisations, là, c'est vraiment, ça a été une zone d'incertitude et de repères qui ont été bousculés pour les organismes. Donc, dès le départ, les organismes ont été plongés donc dans l'incertitude par rapport au virus et par rapport à la transmission. C'est quoi ce virus? Mais ça, c'était comme tout le monde, vous direz, mais en même temps, les organismes l'ont vécu, mais aussi à se demander combien de temps ça va durer. Donc, la temporalité, est-ce qu'on va être capable de faire face à cette nouvelle situation-là. Donc, incertitude par rapport aussi à leur statut de service essentiel. Est-ce qu'on a un organisme essentiel ou pas? C'est pas clair. Je vous rappelle, on est dans les débuts de la pandémie. Donc là, en fait, il y a certains services organismes qui ont décidé de fermer en se disant on n'est pas essentiel, en fait, alors que pour d'autres, oui, ils l'étaient. Incertitude quant à l'application des mesures sanitaires. Alors, lesquelles appliquer, avec quel matériel, parce qu'ils n'en avaient pas toujours accès, avec des messages aussi de la direction de la santé publique, pardon, qui étaient changeants. En fait, comme ça changeait à chaque jour, oui, c'était en fait quasiment à chaque jour, ça fait qu'il fallait toujours s'adapter, etc. Donc, il y avait toujours cette complexité-là. Des incertitudes par rapport à la possibilité de poursuivre leur mission et de maintenir leur service. Est-ce qu'ils vont être, plusieurs organismes se sont posés la question, est-ce qu'on va être capable de continuer, de tenir comme ça combien de temps? Notamment parce qu'aussi, on a une pénurie de personnel qui était déjà existante avant le début de la pandémie, mais qui a été exacerbée ensuite par la suite. Donc, parce qu'en plus, ce personnel-là, les intervenants, etc., mais toutes les personnes, en fait, les membres du personnel avaient peur elles-mêmes, elles vivaient des insécurités elles-mêmes, et en plus de ça, avec des insécurités financières, aussi bien pour les employés, mais pour les organismes aussi. Donc, parce qu'il y a eu des financements, mais ça, je ne veux pas rentrer dedans, parce qu'on reviendra un peu plus des fois dans les autres webinaires. Donc, en bref, en fait, il y a eu beaucoup de questionnements, mais peu de réponses pendant une bonne période de temps, surtout les 15 premiers jours. Avec l'arrivée du confinement et des mesures de distanciation sociale, les repères habituels ont été bousculés de manière importante. Donc, si on regarde au niveau de la mission, du rôle et des services, c'était... En fait, plusieurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus répondre aux besoins de la même manière. Il y en a certains qui nous disaient, d'habitude, nous, les organismes, on ne doit pas mettre de restrictions, c'est accueillir le maximum de personnes. Puis là, c'est un paradigme complètement opposé, c'est de se dire, maintenant, il faut limiter le nombre de personnes à l'intérieur.
devoir aussi changer de rôle en offrant des services différents. Donc, par exemple, et là, c'était pour aussi bien les organismes communautaires que l'institutionnel, de se dire, ben, plutôt que les personnes viennent vers nous, arrivent dans le bureau, c'est à nous de nous déplacer. Et parfois même pour aller offrir de la nourriture à domicile. Il y a certains travailleurs de rue, puis je pense que j'ai vu que vous étiez beaucoup des travailleurs de rue aussi, qui ont dit ben, on était devenus des distributeurs de bouteilles d'eau, surtout en été, parce qu'en fait, et alors que ce n'est pas ça le travail de rue, enfin, en tout cas, ce n'est pas uniquement de donner des services, même s'ils sont concrets. Au niveau de l'intervention, donc, ça, indépendamment de la mission des organismes, mais le fait donc de ne plus pouvoir accueillir les personnes à bras ouverts, donc de devoir dire non à certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de ne plus avoir de contact physique, parce qu'il y a des fois dans l'intervention, on sait, on fait des hugs, etc., ou d'être beaucoup plus proche. Ça a complètement changé aussi au niveau de l'intervention. Le fait de faire des interventions au téléphone, donc c'était encore différent. Être davantage centré aussi sur le côté sanitaire plutôt que sur les besoins des personnes. Donc là, certains disaient qu'il fallait être quasiment la police du sanitaire, là, plutôt que d'écouter c'était quoi les besoins des personnes. Et ça a en fait exacerbé la perte de lien des fois avec certaines. Le fait aussi de cesser de faire des accompagnements donc, ou les suivis des démarches de réinsertion pour seulement que les personnes, pour seulement être là. Et ça a été vraiment vu de manière positive, dans le sens que on arrête de prendre, la personne arrive, on est dans la mobilité, on veut lui faire faire des démarches, etc. Ben, de toute façon, il n'y a plus de possibilité de faire des démarches quasiment. Donc là, c'était le temps de se poser. Et là, beaucoup d'intervenants ont dit bah, ça a été positif parce que ça nous a ramené à ce qu'était réellement l'intervention il y a bien des années, plutôt que d'être dans une mobilité continuelle. Là c'était on prend le temps, on prend le temps d'écouter les personnes, etc. Au niveau des relations avec les partenaires, le fait de ne plus pouvoir nécessairement compter sur l'ensemble du réseau des partenaires habituels, puisque certains étaient fermés, ou sinon en raison aussi des restrictions. Donc, et ça, en fait, je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'il y a un webinaire qui va être vraiment dédié par rapport aux partenaires. Et enfin, pour terminer, au niveau des organisations, c'est toutes les lignes de communication et de référence habituelles qui ont été chamboulées. Donc, un peu toutes les chaises musicales pour mettre sur pied les cellules de gestion de crise ou les sites de non traditionnels. Donc, le délestage, on entend encore parler aujourd'hui, mais c'est vraiment, donc en fait, ça fait que des fois, on avait l'habitude de parler à une personne, ça allait plus vite, là, la personne n'est plus là, ça demande de recréer des liens, etc., même entre l'organisme et puis entre les deux organismes. Donc, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est vraiment que donc, si tout le monde a été frappé, en fait, de la même manière par la crise, tout le monde a vécu la crise, aussi bien les personnes en situation d'itinérance que les organisations ont vécu une période vraiment de perte de repères et de moyens. Donc, d'où le titre de notre webinaire. Les liens sociaux, ils ont été fortement ébranlés par la crise et aussi par les mesures ensuite qu'on a mises en place pour faire face à la crise. Certains d'entre vous, en fait, ont mentionné clairement que le confinement des personnes en situation d'itinérance, c'était vraiment, ça a eu seulement pour effet d'engendrer des situations de crise et même parfois de la violence. Donc, ce n'était pas une solution d'enfermer les personnes donc en confinement. Les changements dans l'accès aux services ont brisé des liens avec des personnes en situation d'itinérance qui ont mis des années à s'établir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Certains acteurs clés ont d'ailleurs parlé de trauma. En fait, les personnes en situation d'itinérance ont vraiment vécu des traumas par rapport à cette crise et avec la dégradation de leurs conditions de vie. Donc, peut-être pour terminer, aussi bien, en fait, les acteurs clés mentionnent aussi à quel point les liens, donc, et ça, en fait, je veux vraiment insister là-dessus, les liens avec les personnes en situation d'itinérance et avec leurs partenaires se sont modifiés pendant la crise. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce que je vous ai dit qui apparaissent comme négatifs. On s'entend, là, c'était quand même… Bon, même si il y a quand même quelques petites choses qu'on a entendues qui étaient un peu positives. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les organisations, toutes les personnes, etc., ne sont pas restées paralysées ni figées, en fait, dans cet état de choc de départ. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, là, maintenant, on va quand même revenir sur notre sujet qui était quand même le premier au début, l'état de choc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la lumière de ce que je viens de vous présenter en rafale, je suis vraiment désolée, je pense que je suis peut-être même allée un peu vite, mais à la lumière de cette courte présentation, selon vous, quels sont les éléments qui manquent, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé, etc., que vous dites, ou alors sinon vous nous dites celui-là, etc., c'est vraiment très important.